Aujourd'hui, nous allons faire une quatrième séance consacrée à la macroéconomie de l'intelligence économique. Parce que les entreprises ne sont pas seules, elles vivent sur des territoires et elles ont des concurrentes étrangères qui, elles aussi, vivent sur des territoires et qu'il existe entre les entreprises et les systèmes politiques qu'elles contribuent d'ailleurs à financer en payant des impôts, des relations qui ne sont pas uniquement des relations fiscales comme nous allons le voir, mais également des échanges d'informations plus ou moins bien organisés. Donc, nous sommes aujourd'hui aussi dans un moment un petit peu historique sur le plan de la macroéconomie, de l'intelligence économique, puisque le Sénat a, le 25 mars 2021, sous la forme d'un projet de loi, présenté un programme national d'intelligence économique très ambitieux. Nous y reviendrons. Il s'agit d'une première en France et ce programme concerne bien sûr tous les secteurs économiques. Nous en reparlerons. Maintenant, les relations entre les entreprises et les États, notamment les États stratèges, c'est une histoire qui est quasiment éternelle. De tout temps, les États ont soutenu leurs champions, mais aujourd'hui, nous allons commencer par le continent européen et parler d'intelligence économique après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je vais demander à David de nous afficher la slide suivante. Ici se présente à l'écran un personnage que j'ai connu et j'ai eu l'honneur de le fréquenter, lui ainsi que son épouse. Il s'agit de M. Stepan Dedijer. Stepan Dedijer est un jeune étudiant en physique dans les années 30. Il vit en Yougoslavie, à Dubrovnik, sur les bords de la mer Adriatique. Il s'intéresse beaucoup d'ailleurs aux publications scientifiques françaises, notamment il est fasciné par l'aventure de Marie Curie, Pierre Curie et leur fille Irène, qui ont une réputation mondiale dans le domaine de la physique. Et Stepan Dedijer rédige déjà des papiers qui sont remarqués, aussi bien en russe qu'en anglais qu'en français. Et Stepan est promis à un brillant avenir. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale éclate et en 1940, l'armée allemande envahit la Yougoslavie. Stepan Dedijer n'écoute que son courage et il décide de gagner les montagnes pour rejoindre Tito et ses partisans qui vont lutter contre l'envahisseur allemand. Stepan demande à Tito d'aller se battre. Et Tito lui dit, écoute, tu ne vas pas aller te faire tuer bêtement au coin d'un bois par une mitrailleuse allemande. Vois-tu, pour résister à la Wehrmacht, ma résistance ne va pas durer très longtemps. Parce que je n'ai pas d'armement, je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de quoi habiller mes partisans, je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Dans 3 semaines, la résistance yougoslave, c'est terminé. Alors toi, tu parles le russe, tu parles l'anglais, le français, tu vas aller voir tous ces gens pour leur expliquer ce dont j'ai besoin, pour monter des maquis dans les montagnes, dans les campagnes, et tu vas aller leur réclamer des aides qui seront nécessaires pour la résistance yougoslave. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Stepan Dedijer va parcourir les différents fronts. D'ailleurs, il fera preuve d'un courage remarquable puisqu'il aura les médailles militaires aussi bien du côté allié anglo-saxon que russe de l'armée rouge. Et il va faire tant et si bien qu'en 1944, la résistance yougoslave pourra immobiliser dans les Balkans 13 divisions de l'armée allemande, ce qui n'est pas rien,
et ce qui a une conséquence stratégique non négligeable. Lorsque la guerre se termine, Stepan Dedijer se rend à Belgrade pour rencontrer Tito et rendre compte de sa mission et lui demander de pouvoir quitter la Yougoslavie. Mais Tito lui dit, vois-tu, les Russes ont la bombe atomique, les Américains ont la bombe atomique, je veux la bombe. Alors Stepan lui explique que la Yougoslavie est ruinée par la guerre, qu'elle est beaucoup trop pauvre, qu'elle ne pourra jamais avoir la bombe atomique, et que de toute façon, avec la bureaucratie politique du régime communiste, il ne pourra rien faire, il ne sera pas libre de ses mouvements, et donc il arrive finalement à convaincre Tito au bout d'un certain temps que ce n'est pas la peine d'avoir la bombe atomique. Et finalement, Tito lui donne un passeport, ce qui n'était pas évident dans la Yougoslavie de cette époque, pour pouvoir s'en aller là où il souhaite. Et Stepan Dedijer se rend aux États-Unis, à Princeton, à l'Institut d'études avancées, où il est reçu à bras ouverts par Oppenheimer, par Einstein, parce qu'il est reconnu en tant que physicien. Mais malheureusement, Stepan n'a pas beaucoup de chance avec la politique. Parce qu'à cette époque, aux États-Unis, c'est ce que l'on appelle la vague du McCarthyisme, du nom d'un sénateur McCarthy qui voit des espions et des communistes partout. Et donc, Stepan Dedijer est invité à quitter les États-Unis, il est expulsé. Alors, il n'a pas du tout envie de retourner à l'Est, parce qu'il a épuisé les joies de la bureaucratie yougoslave. Il se souvient qu'il parle aussi le français, et il vient à Paris. Et il traîne un petit peu sur les grands boulevards, et notamment boulevard Saint-Germain, au Café de Flore, au De Mago, où là il fait durer un café, qui dure très longtemps parce qu'il fait froid. Et puis là, il rencontre une dame, une jeune femme blonde, avec qui il a des conversations. Il apprend que cette jeune femme est suédoise. Ils discutent tous les deux de la vie politique française. Ils conviennent d'ailleurs que c'est très amusant, que la France est un pays avec une vie politique intéressante. Ils lisent Le Canard enchaîné. Elle lui dit, vous savez, dans ce pays, il se passe toujours quelque chose, alors que chez nous, en Suède, la politique, c'est très ennuyeux. Et Stepan lui dit, ben, c'est un peu pareil en Yougoslavie, la politique, c'est très ennuyeux, mais enfin, en France, il y a un spectacle. Et puis, cette dame lui dit, vous ne voudriez pas venir en Suède, Stepan, un jour? Stepan lui répond, mais pourquoi? Vous voulez la bombe atomique, vous, les Suédois? Elle lui dit, non, non, non. Nous ne voulons pas la bombe atomique, mais nous avons beaucoup observé la Seconde Guerre mondiale. Nous étions neutres. Et nous avons étudié de près votre parcours, Stepan. Avec 50 $ en poche, avec tous vos réseaux, à partir de rien, vous avez réussi, en allant voir les uns et les autres, à armer, à organiser la résistance yougoslave à un tel point que finalement, vous avez contribué à changer le cours des choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, le gouvernement de Stockholm a été sidéré par votre action. Alors vous voyez, si on vous demande de venir en Suède, ce n'est pas pour faire des armes atomiques. La Suède est un pays pauvre. Il y a de la neige, il y a du granit, et les Suédois en ont assez de voir leurs enfants qui partent à l'autre bout du monde pour trouver ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas en Suède, du travail notamment. Alors si vous venez à Stockholm, eh bien ce sera pour faire dans le domaine civil, au profit de la Suède, ce que vous avez fait en Yougoslavie, dans le domaine militaire, au profit de votre pays d'origine. Et là, Stepan est séduit. Il est séduit, d'ailleurs, cette dame appartient, il s'en rend compte très vite, au service secret suédois de renseignement qui travaille à Paris. Et d'ailleurs, cette dame deviendra plus tard Madame Dedijer. Et donc, Stepan va s'en aller
il va partir à Stockholm et dans les années 1960, il va ouvrir à l'université de Lund le premier enseignement d'intelligence économique en Europe. Il va faire en sorte que les industries suédoises et tous les grands noms de l'industrie suédoise, je cite Ikea, mais il y en a bien d'autres, ont bénéficié du maillage de l'intelligence économique scandinave mise au point par Stefan Dellinger, qui très habilement a mis en relation tous les savoir-faire des entreprises suédoises et au-delà même de la Suède, a initié une alliance des pays scandinaves dans le domaine de l'intelligence économique. Donc, lorsque l'on parle en France d'intelligence économique, de politique nationale d'intelligence économique, eh bien, nous avons des prédécesseurs. Et nous avons notamment la Suède avec Stefan Dellinger, qui a été un initiateur de cette discipline qui vient aujourd'hui chez nous interroger nos élus et notamment le Sénat. Nous allons maintenant passer à la slide suivante pour constater que la Suède n'est pas le seul pays à avoir développé un système d'intelligence économique. D'autres nations ont organisé entre le pouvoir politique et les entreprises nationales des alliances, des connivences, des échanges de savoir et de savoir-faire qui ont assuré la prospérité à la fois de ces nations et de leurs entreprises. Le Japon a commencé plus tôt que la Suède. En 1868, l'archipel nippon est alors très arriéré, vit dans un Moyen-Âge crasseux, les paysans sont dans une demi-misère, et un jour, sur une rivière japonaise, on voit arriver un bateau à vapeur avec à bord des armements, et ce navire a traversé l'océan Pacifique, c'est la frégate du Commodore Perry. Cette arrivée d'un bateau américain dans les eaux japonaises est un électrochoc. C'est un séisme dans la vie politique japonaise. Et à l'époque, le shogun, c'est-à-dire le dirigeant du pays, Meiji, c'est pour cela que l'on parlera de l'ère Meiji, se dit, mais c'est pas possible, il faut que nous réagissions. Il faut que nous rebondissions. On ne peut pas rester comme ça, un pays arriéré, à la merci d'étrangers qui viennent d'ailleurs avec une technologie nettement supérieure à la nôtre. Et le Meiji fait inscrire dans la Constitution la phrase suivante: nous irons dans le monde entier chercher la connaissance pour asseoir le pouvoir impérial. Et depuis lors, le Japon a développé une politique d'intelligence économique qui a porté ses fruits. D'ailleurs, très vite. En 1868, la flotte japonaise est composée de jonques en bois qui tiennent à peine la mer. Dès qu'il y a un peu de vent, il n'y a plus de marine japonaise. En 1905, grâce aux connaissances ramenées, je dirais de manière constitutionnelle, eh bien, la flotte japonaise sera capable de détruire la flotte impériale russe à Port Arthur en 1905. Je fais une petite parenthèse. La constitution japonaise invite tous les Japonais à renseigner les entreprises et le pouvoir japonais. Alors que notre constitution à nous parle aujourd'hui du principe de précaution. Ce petit miroir nous montre bien qu'il y a des décisions politiques lourdes de conséquences et que l'intelligence économique est faite de ces rapports entre entreprises et pouvoir politique. Un autre pays fait de l'intelligence économique
associant les autorités politiques et les entreprises d'une manière différente de la nôtre. Je pense notamment à l'Allemagne. Lorsqu'à la demande du Premier ministre, M. Raffarin, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans nos webinaires grâce à notre présidente Martine Marandel, M. Raffarin, alors en France, en 2003, lance le programme français d'intelligence économique que le Sénat est en train de reprendre. Et nous allons voir un certain nombre de pays. Et nos amis allemands nous disent « Mais vous, Français, vous êtes extraordinaires. Pour faire de l'intelligence économique au profit de vos entreprises, il vous faut des décrets, il vous faut des circulaires, il vous faut une bureaucratie, toute une paperasse, il faut des directives. Nous, en Allemagne, nous pratiquons l'intelligence économique sans avoir besoin d'une politique nationale, parce que depuis la Ligue hanséatique, de manière très naturelle, l'information passe entre les Länder, les syndicats professionnels, les entreprises, entre les entreprises de différents métiers. En Allemagne, par exemple, un banquier qui va se promener en Tchéquie, qui découvre des informations intéressantes dans le domaine de la sous-traitance automobile, et Dieu sait que ce problème-là nous concerne aujourd'hui en France, eh bien ce banquier va essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait le mettre en relation avec des sous-traitants de l'automobile pour leur signaler qu'il y a une opportunité en Tchéquie parce qu'il a visité une PME tchèque qui lui a dit qu'elle ne fabriquerait bientôt plus certains types de pièces détachées. Et ce banquier qui n'y connaît rien s'est dit, mais finalement, ça peut peut-être intéresser des entreprises allemandes. Imagine-t-on en France un banquier allant faire un voyage d'études ou de tourisme, peu importe, à l'étranger, constater la même chose, et puis s'échiner de retour à Paris à trouver les numéros de téléphone, les adresses de sous-traitants de l'automobile. Non. Ça ne nous viendrait pas à l'idée parce que ce n'est pas dans notre culture. Parce que là, il s'agit d'une solidarité patriotique et linguistique naturelle que les Allemands pratiquent, je dirais, parce que l'Allemagne, c'est un archipel linguistique qui, depuis le haut Moyen-Âge, entre le Rhin et l'Oural, s'échangent des informations de toute nature de manière naturelle. Lorsque l'on voit d'ailleurs qu'une escale aérienne de la compagnie Lufthansa s'installe quelque part dans un pays, eh bien 2 ou 3 ans plus tard, autour de cette compagnie, eh bien on trouve des PME et des PMI allemandes qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique, mais strictement rien à voir. Cela veut dire quoi? Eh bien cela veut dire qu'en Allemagne, des métiers parlent à d'autres métiers sans qu'il soit besoin que l'État intervienne. Lorsqu'en France, par exemple, nous avons voulu que nos grandes entreprises mettent dans une même base de données les déboires qu'elles avaient rencontrés à l'étranger sur un certain nombre de contrats à l'exportation, eh bien, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu cette solidarité d'échange entre différents métiers. L'agriculture ne parle pas à l'aéronautique ne parle pas à la restauration, etc. Donc, l'Allemagne est un exemple d'intelligence économique où il n'y a pas besoin d'avoir une autorité étatique. Nous allons continuer. Si on peut, alors la diapositive a disparu, mais elle revient. Non, on revient un peu en arrière. Voilà, les États-Unis. Les États-Unis sont souvent qualifiés de pays très libéral. Mais en fait, c'est un pays très interventionniste dans le domaine de l'intelligence économique. On parle aujourd'hui des vaccins. Et les vaccins, c'est la BARDA. C'est quoi la BARDA? Eh bien, c'est le Biomedical Research américain qui regroupe sous la tutelle de l'État tout l'écosystème qui est dans le biomédical, qui va permettre aux États-Unis, par échange d'informations entre différentes entreprises, eh bien, de prendre de l'avance et de
nous servir aujourd'hui des ARN messagers en tant que vaccin contre la Covid-19. Il y a une volonté étatique très forte américaine lorsque, par exemple, dans une université, de jeunes étudiants ont des idées, eh bien, il y a des investisseurs qui viennent tout de suite les voir. Et il y a un monsieur qui arrive dans une salle de classe et qui dit aux étudiants, bien écoutez, vous êtes formidables, les petits, vous avez un projet qui nous paraît intéressant parce qu'il rentre dans les objectifs stratégiques de l'intelligence économique américaine qui ont été d'ailleurs publiquement annoncés par Mme Albright et le président Clinton pour bien montrer aux Américains quels sont les secteurs économiques dans lesquels l'Amérique entend garder le leadership. Donc, aux États-Unis, le programme national d'intelligence économique, il vient de la gauche américaine. C'est la gauche américaine qui a été très directrice. Et on voit aujourd'hui que la droite, avec M. Trump, suit le même chemin. Il n'y a pas de différence entre démocrates et républicains dans ce que l'on appelle là-bas le patriotisme économique. Et donc, j'en reviens à ce monsieur qui voit ses étudiants et qui leur dit « on va vous aider ». Et alors, à ce moment-là, les étudiants disent « mais qui êtes-vous, monsieur ?» Eh bien, je suis le représentant d'Incutel, un fonds d'investissement. Mais vous êtes un fonds, on ne vous connaissait pas, mais si, je vais vous expliquer. Incutel, c'est le fonds d'investissement de la CIA, le service de renseignement des États-Unis. Et vous êtes sur des secteurs stratégiques, on entend que vos savoir-faire restent aux États-Unis. Alors on va vous aider. Lorsque je rentre en France et que j'explique aux hauts responsables pour l'intelligence économique ce que font les Américains et que je lui suggère que nos services de renseignement fassent la même chose, je comprends tout de suite que c'est impossible en France. Tout le monde se moquerait de nous. Nous serions traités de staliniens, nous serions traités des pires... non, parce que nous supposerions que l'État peut aider des jeunes start-up à garder en France des savoirs et des savoir-faire. Donc, l'Amérique est très interventionniste. Alors, là, ce sont bien entendu des pratiques d'intelligence économique, de competitive intelligence, de business intelligence tout à fait légales. Nous verrons tout à l'heure que les États-Unis ne se privent pas de conduire, en plus de leur programme d'intelligence économique, une guerre économique féroce. Tout le monde a en tête le dernier Avatar avec les sous-marins de Naval Group qui nous sont, je veux dire, passés sous le nez. La Chine. La Chine est un pays qui pratique l'intelligence économique avec, je dirais, un rythme, une respiration à long terme. On parle en ce moment de problèmes dans la sous-traitance automobile, notamment de manque de terres rares, de magnésium, d'un certain nombre de composants qui rentrent dans les industries. Eh bien, il faut savoir que la Chine, en matière de terres rares, et c'était à l'initiative de Deng Xiaoping, le petit timonier, il y a très longtemps, a décidé, puisque la Chine n'a pas de pétrole, eh bien, nous aurons les terres rares. Et la Chine a été capable d'avoir une vision systémique d'un problème qui est celui donc de ces terres rares qui rentrent dans la composition de matériaux stratégiques et d'imaginer à très long terme, sur 30 ans, sur 40 ans, un programme qui est en train aujourd'hui de porter ses fruits parce que ce pays a su, avec patience et avec méthode, organiser une suprématie économique dans des domaines où nous voyons bien aujourd'hui eh bien, que nous n'avons pas été aussi prévoyants.
Les routes de la soie sont également, du point de vue chinois, un fabuleux projet d'intelligence économique parce que c'est à la fois pour les entreprises chinoises, mais également pour les entreprises des pays qui sont intéressés par ces routes de la soie, qui d'ailleurs reprennent quelque chose de séculaire, reprennent un programme qui, en d'autres temps, en d'autres lieux, a fait ses preuves. Et là encore, nous sommes sur le long terme. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre slide, puisque nous avons vu qu'il y avait à l'étranger des programmes d'intelligence économique qui méritent que l'on s'y intéresse. Alors, quid de la France? Eh bien, en France, nous avons aussi des outils de l'État qui sont au service de nos entreprises. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont été invités dans nos webinaires d'intelligence économique par Martine Marandel. Nous en avons ici quelques-uns que je montre, notamment les douanes et les droits indirects. Nous avons nos services de renseignement. Nous avons le contrôle des investissements étrangers à la direction du Trésor, qui, lorsque un investisseur étranger vient en France et menace une souveraineté économique nationale dans un secteur, eh bien l'État français s'est donné la possibilité, ça n'a pas été facile, parce que l'Europe n'y était pas très favorable, et je me souviens des négociations qu'il a fallu entamer avec Bruxelles, mais enfin la France s'est autorisée à pouvoir dire non lorsque des investisseurs étrangers venaient chez nous et menaçaient un secteur que nous jugions, nous Français, stratégique, comme le font les Américains, les Chinois, les Suédois et les autres. Nous avons finalement également, nous avons un plan qui a repris, je dirais, certaines couleurs récemment, parce qu'il est apparu nécessaire d'avoir une représentation des enjeux, des menaces et des opportunités sur le long terme. Nous refaisons ce qui avait été initié par le général de Gaulle, ce que les Chinois font depuis très longtemps, de manière à avoir une représentation de toutes les menaces et de toutes les opportunités qui peuvent intéresser la prospérité française à court et à moyen terme. Donc, les outils de l'intelligence économique française existent, il faut leur rendre hommage parce qu'ils font un travail chacun dans leur domaine. Mais est-ce que tous ces outils, est-ce que toutes ces directions, ces sous-directions forment une politique? Ça, c'est autre chose. Nous avons les outils de la politique, nous avons des fonctionnaires notamment très compétents qui travaillent dans leur secteur, mais est-ce que cela équivaut à une politique nationale? Je pose la question et nous passons à la slide suivante. Voilà. Alors, cette proposition de loi du Sénat du 25 mars 2021 est un véritable programme national d'intelligence économique. Elle reprend les expériences, notamment étrangères, que j'ai signalées à l'instant. Elle tient compte, cette proposition de loi tient compte également des outils, des administrations qui œuvrent déjà dans le domaine de l'intelligence économique, et elle essaye de donner à l'ensemble une cohérence, une vision, une perspective que je trouve tout à fait intéressante. Nous allons passer maintenant à la slide suivante. Voilà. Alors, le Sénat considère qu'un programme national d'intelligence économique doit se faire au bénéfice des secteurs économiques français.
et engager des actions dans différents domaines. D'abord, dans le domaine de la recherche. Dans le domaine de la recherche, il faut, à travers un programme d'intelligence économique, faire en sorte que les entreprises qui sont dans ce domaine-là se parlent, se rencontrent. Une innovation, c'est le résultat d'un écosystème. Les Américains nous l'ont prouvé avec les vaccins, ils nous l'ont prouvé avec le barbare, avec la DARPA également dans le domaine militaire. Hein. On sait que les squelettes, les exosquelettes par exemple, ont été mis au point par la DARPA qui, à travers des recherches orientées militaires, ont finalement créé des nouveautés applicables dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel. Une innovation, c'est le résultat de rencontres au sein d'un certain nombre d'écosystèmes d'intelligence dédiés. C'est ce que devraient faire normalement, c'est ce que font nos pôles de compétitivité. Mais là, avec le programme du Sénat, nous allons passer visiblement à la vitesse supérieure. Ensuite, le Sénat considère que l'intelligence économique, c'est quelque chose qui également doit faire l'objet de formation. Nous avons un retard en France en termes de formation sur cette discipline parce que les secteurs de l'université française, les grandes unités pédagogiques de l'université française arrivent mal à prendre en compte une discipline qui est pluridisciplinaire. À l'époque où Jean-Pierre Raffarin a lancé le programme français d'intelligence économique, le premier, l'université avec qui nous avions des contacts nous disait « Mais votre intelligence économique, on ne sait pas très bien comment la saisir parce que c'est à la fois de l'informatique, de la psychologie, c'est du management, c'est du droit, c'est de la géopolitique, c'est de l'informatique, c'est de la cybersécurité. Or, toutes ces choses-là sont dispersées déjà à l'intérieur de l'université. Or, ce que ne comprenait pas le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, c'est qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pratique l'intelligence économique. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, par essence, est pluridisciplinaire. C'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui anime des réseaux, c'est quelqu'un qui se préoccupe à la fois de finances, qui se préoccupe d'informatique, de détection d'opportunités. Et donc, l'intelligence économique, c'est le quotidien des chefs d'entreprise. Le problème, c'est que pour l'université, tout est déjà cloisonné, organisé, je dirais bureaucratisé. Et cette université voit mal une discipline pluridisciplinaire, d'autant que cette discipline lui parle de choses que l'université va nier, notamment la guerre économique. Quand on parlait de la réalité de la guerre économique à des gens du ministère de l'Éducation nationale, ça ne les intéressait pas parce que pour eux, ça n'existait pas. Or, aujourd'hui, on voit très bien que la guerre économique, ce n'est pas tout, heureusement, mais ça fait partie du paysage. Donc, aujourd'hui, le Sénat a pris conscience de ce retard et le dit très bien d'ailleurs dans ses attendus, dans la proposition de loi, dans l'exposé des motifs, le Sénat dit très clairement qu'en matière de formation à l'intelligence économique, eh bien, il faut que l'université révise sa copie. L'intelligence juridique. L'intelligence juridique, c'est la prise en compte d'un certain nombre de réalités. Par exemple, le droit, la norme, sont des vecteurs d'influence. Lorsque les États-Unis excipent de l'extraterritorialité de leurs lois,
C'est-à-dire nous disent nos lois à nous vous obligent, vous, Français, Italiens ou Allemands, à respecter ce que nos élus ont voté. Il y a quelque chose qui nous paraît à juste titre exorbitant, mais qui procède de ce travail d'influence dans lequel un certain nombre de nations utilisent la norme, le droit, la culture également comme étant des vecteurs d'influence économique et politique. Le Sénat prend en compte également le renseignement, parce que les services de renseignement de tous les pays développés s'intéressent de plus en plus aux enjeux économiques. Il est évident que, par exemple, dans l'affaire de nos sous-marins australiens, nous avons quelques signaux faibles qui nous laissent supposer que les services de renseignement de nombreux pays, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, s'intéressent à ce contrat, comme ils s'intéressent à tous les contrats importants, hein, puisque lorsque M. Snowden a publié ses cahiers, il était spécifié, noir sur blanc, que tous les contrats internationaux dépassant 200 millions d'euros étaient ciblés par la NSA. Je le rappelle, la NSA, c'est le service des interceptions électroniques américaines. Donc, depuis très longtemps, l'Amérique s'intéressait à ce programme concernant les sous-marins australiens. Donc, le Sénat nous dit qu'il y a en France une communauté du renseignement. Il faut que cette communauté du renseignement, à l'instar de ce qui se passe ailleurs, s'intéresse à la prospérité économique de nos entreprises françaises. L'anticipation technologique fait partie aussi d'un programme national d'intelligence économique. Je le disais tout à l'heure, l'innovation, c'est le résultat d'un écosystème. Il faut que ces écosystèmes soient favorisés. Il faut que sur un certain nombre de secteurs, la France, qui a des savoir-faire, par exemple très anciens, je pense notamment à des savoir-faire dans le domaine Internet, c'est quand même un Français, M. Louis Pouzin, qui a inventé le premier datagramme. Donc, nous avons un des fondateurs d'Internet. Eh bien, il faut que nos savoir-faire scientifiques continuent d'œuvrer au service de l'intérêt national, public et privé dans leur ensemble. C'est pour ça que l'anticipation technologique colle parfaitement à un programme d'intelligence économique. Et puis le suivi des enjeux européens, des enjeux internationaux. Il est certain que, par exemple, nous avons aujourd'hui des conséquences dans le domaine des semi-conducteurs, des approvisionnements, qui font que les fournisseurs de nos fournisseurs se heurtent à des difficultés. Nous avons également, dans le domaine de l'énergie, de mauvaises surprises. Nous nous apercevons que nous avons été conduits, par exemple, à mettre un petit peu sous le boisseau nos savoirs et nos savoir-faire dans le domaine nucléaire, alors que d'autres les ont développés, bien souvent d'ailleurs, à l'occasion de transferts de savoir et de technologie, et donc avoir été les pionniers dans le domaine du nucléaire civil et se retrouver aujourd'hui avec des Français qui vont devoir payer des factures d'électricité très chères, alors que notre énergie nucléaire, finalement, a été utilisée pour favoriser d'autres énergies renouvelables, mais qui finalement ne renouvellent pas toujours grand-chose, eh bien là, il y a un paradoxe, et l'anticipation de ce genre de paradoxe, ça fait partie d'un programme national d'intelligence économique. Parce qu'une filière comme le nucléaire civil, ce n'est pas simplement des réacteurs et des centrales nucléaires, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui se décideront ou pas à faire une carrière
à suivre des études dans le domaine physique. Si on dit à ces jeunes gens et ces jeunes filles, eh bien demain ce seront les éoliennes qui fourniront l'électricité, ben, ils ne vont pas aller dans le nucléaire. Ou alors ils iront dans le nucléaire, mais ailleurs. Ils iront aux États-Unis, ils iront en Israël, en Chine. Voilà. Donc, ces enjeux-là font partie d'un programme national d'intelligence économique. Je vais maintenant demander la slide suivante. Voilà. Alors, l'intelligence économique, c'est aussi ce que l'on appelle le protectionnisme intelligent. Et je peux d'autant plus en parler qu'il a existé, il a fonctionné en France, j'en ai été un témoin et un acteur. Notamment lorsque j'étais auprès de M. Alain Juillet ou de Mme Claude Revel. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme intelligent? Eh bien, c'est quelque chose qui vient se rajouter éventuellement au protectionnisme, je dirais, tout bête. Le protectionnisme tout bête, ce sont les barrières fiscales, ce sont les barrières douanières. C'est quelque chose de visible. Quelque part, c'est idiot. Parce que si on met des barrières douanières, si on met des taxes, si on met de la fiscalité, eh bien, notre industrie se tirera une balle dans le pied parce que les autres nous répliqueront sur le même mode. Le protectionnisme intelligent, il ne traite pas de la fiscalité, il ne traite pas de l'argent, il traite des idées. Et il anticipe. Le protectionnisme intelligent, ça consiste à réunir tous les savoir-faire de l'État autour de problèmes qui se posent aujourd'hui ou qui se poseront demain. Et le protectionnisme intelligent travaille à partir de difficultés possibles à travers des réunions, à travers des interrogations mutuelles et met ensemble des savoirs et des savoir-faire. Je pense notamment à une expérience que nous avions lancée dans le domaine de la télésanté, avec l'idée d'être demain dans ce domaine-là un leader mondial. Eh bien, nous avons commencé par réunir tout ce que nous savions, toutes les données sur le sujet, pour nous apercevoir que la France était vraiment leader et qu'il fallait qu'elle garde ce leadership. C'était donc uniquement un échange de savoir et de savoir-faire. Là encore, il faut que ceux qui savent, il faut que les experts de différents métiers se parlent. Et c'est le rôle de l'État que d'anticiper ce genre de situation. Je vois que l'heure tourne et nous allons passer maintenant à la slide suivante. Voilà. Pour parler de la guerre économique. Cette guerre économique, bien entendu, elle n'est pas toute l'intelligence économique, elle est une partie du problème, mais elle devient de plus en plus féroce. Si elle a toujours existé, aujourd'hui, elle se concrétise par un affrontement entre les États-Unis et la Chine. On a bien vu qu'avec l'affaire des sous-marins, nous étions surveillés de très près. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, qui ont tendance à faire la morale un petit peu à tout le monde, espionnent nos communications, aussi bien satellitaires à travers le système échelon qu'à travers les câbles sous-marins. Et donc, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de construire une cybersécurité grâce notamment à nos ingénieurs en informatique, grâce aussi à notre savoir-faire mathématique. La France est en mesure d'inventer, de protéger ses communications, de protéger ses entreprises contre des intrusions, contre des opérations de cyberespionnage, contre des opérations de déstabilisation. Nous sommes en liaison notamment avec les lundis de la cybersécurité et lors de notre prochain meeting annuel,
colloque annuel du MEDEF Paris. Nous aborderons avec les entreprises qui seront là le 25 novembre une partie de ce problème-là, à travers notamment l'urgence d'une cyberprotection, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la guerre économique, ce n'est pas simplement la guerre entre des États, ce sont aussi des pirates, ce sont des mafias, ce sont des gangsters qui pillent nos entreprises, qui les détruisent, qui les rançonnent, qui mettent à bas le système d'information. Et nous avons des PME et des PMI qui meurent de cette guerre menée par des voyous, et ça c'est totalement inadmissible. Et un programme d'intelligence économique, c'est aussi à un moment donné la mise en commun de tous les savoirs et de tous les savoir-faire qui vont justement venir protéger nos PME et nos PMI contre cette guerre économique qui n'est pas uniquement le fait des États, mais qui, comme je l'indiquais, est le fait d'un certain nombre de voyous qui s'en prennent à nos entreprises.